Tout d'abord, je voudrais remercier le bureau et le comité d'organisation de l'ASMEDIAN qui nous ont permis de nous réunir et de nous rencontrer dans ce cadre très agréable. Alors, nous allons parler de thyroïde ce matin et la première intervention sera celle de monsieur le professeur Rewak, qu'il n'est pas besoin de présenter. Tout le monde connaît monsieur le professeur Rewak, qui est un membre très actif de notre groupe. Il va nous parler des nouvelles recommandations, des dernières recommandations de la maladie de base d'eau. À toi, mon cher ami. Merci, cher ami. Merci au comité de l'ASMEDIAN de nous réunir justement pour débattre encore une fois de la thyroïde, cet organe qu'on ne connaît pas très bien. Année après année, on découvre que nous ignorons beaucoup de cet organe et nous ignorons beaucoup de ses pathologies. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de revoir ensemble les dernières recommandations de l'European Thyroid Association. Et ce n'est pas une simple lecture de ces recommandations, mais je vous invite à les lire avec moi avec un œil critique pour essayer de dégager certains éléments qui sont importants pour notre pratique et d'autres qu'on peut modifier et qu'on peut carrément ne pas utiliser dans notre quotidien. Avant de parler de guidelines dans la maladie de base d'eau, une petite revue de l'épidémiologie. Cette publication de 2018 nous apprend que la maladie, enfin les hyperthyroïdies, y compris la maladie de base d'eau, sont très fréquents en Amérique latine, particulièrement au Brésil, mais aussi dans d'autres pays, la Chine, et un peu moins en Égypte et en Inde. Les autres pays, la prévalence n'est pas très importante. Alors on ne comprend pas pourquoi il y a cette recrudescence des hyperthyroïdies dans ces pays exactement. Mais l'étude danoise qui a été publiée en 2011 nous apprend, on nous dit que la maladie de base d'eau connaît 2 pics de fréquence par rapport à l'âge, un entre 30 et 50 ans, et le deuxième arrive un peu plus tard, entre 60 et 70 ans et un peu plus, jusqu'à 80 ans. Et que la prédominance féminine est retrouvée partout dans cette étude danoise. Donc, cette maladie de base d'eau qu'on a essayé tout d'abord d'inclure dans les hyperthyroïdies et de faire sortir des recommandations communes aux goitres multi-hétéronodulaires toxiques et aux nodules toxiques, on le retrouve dans les guidelines, les premières publiées en 2011, d'accord, et qui sont des recommandations américaines. Et puis, la même année, les Américains reviennent avec d'autres recommandations, mais là, ils excluent un peu la grossesse. Enfin, ils s'intéressent plutôt à la grossesse. Et après, en 2013, les Coréens ont essayé de dégager les nouvelles recommandations ou d'autres des recommandations spécifiques à la maladie de base d'eau. Et après, regardez, les recommandations se poursuivent. En 2015, d'autres recommandations, là c'est européen, qui essaient d'étudier les hyperthyroïdismes infracliniques. D'autres recommandations en 2016, et là cette fois c'est américaine, qui étudie les hyperthyroïdismes et les autres causes de thyrotoxicose, et d'autres recommandations arrivent, les japonaises en 2016, et puis tout récemment en 2018, les européennes que nous allons voir et que nous allons étudier. Et regardez ici, ils sont spécifiques à la maladie de base d'eau. Alors la multitude de recommandations nous dit que ce sont des maladies qu'on ne maîtrise pas encore. Chaque année, on a 2 recommandations qui sortent, et un peu partout dans le monde. Nous allons nous concentrer maintenant sur les dernières recommandations de 2018. Et nous allons voir est-ce qu'elles sont les bonnes, les dernières, ou il y en aura d'autres au futur. Alors, dans le diagnostic, d'abord, pour diagnostiquer une maladie de base d'eau, le tableau clinique, vous le connaissez,
bien sûr suivi de la confirmation biologique qui est le dosage de la T4, T3 libre et de la TSH. Ça, vous le connaissez. Mais les Européens nous proposent en première recommandation de mesurer ou de doser les anticorps antirécepteurs TSH directement après le dosage des hormones thyroïdiennes. Parce que c'est une analyse sensible et spécifique pour le diagnostic positif rapide et précis de la maladie de Basedow, mais aussi pour le diagnostic différentiel de la maladie de Basedow. Donc, directement à ce stade, on a, après la confirmation biologique de l'hyperthyroïdie, il faut doser les antirécepteurs TSH. Et quand les antirécepteurs TSH sont possibles de faire la différenciation à ce moment-là entre les TSH stimulants et bloquants, eh bien, cette analyse elle est prédictive des patients, dans le cas des patients atteints de maladie de Basedow pendant la grossesse et pendant le postpartum, mais aussi elle est très utile et prédictive dans les manifestations extrathyroïdiennes, notamment l'ophtalmopathie basedovienne. Alors regardez ici ce travail qui démontre très bien que quand il y a une ophtalmopathie basedovienne associée ou comme manifestation extrathyroïdienne à la maladie de Basedow, les antirécepteurs TSH sont plus élevés que quand il n'y a pas d'ophtalmopathie basedovienne. Et puis, ce très joli travail qui a comparé en 2010 entre les situations d'atteinte thyroïdienne auto-immune autres que la maladie de Basedow, eh bien, on voit que les anticorps antirécepteurs TSH sont très positifs quand il y a une ophtalmopathie que quand il y a une thyroïdite d'Hashimoto ou une simple maladie de Basedow. Déjà en 2011, on a commencé à parler des anticorps antirécepteurs TSH. Et l'American Thyroid Association avait dans le texte, avait introduit des éléments importants, statistiques. Elle nous dit que l'utilisation ou le dosage des anticorps antirécepteurs TSH dans les algorithmes diagnostiques de la maladie de Basedow, et même thérapeutiques, permettait de réduire le délai de diagnostic de 46%, mais aussi de réduire le coût de la prise en charge de presque de la moitié. Donc, c'est dire que le dosage biologique des antirécepteurs TSH, maintenant, occupe une place de plus en plus importante dans la prise en charge de la maladie de Basedow. Alors, à côté du diagnostic clinique et biologique, et je dirais sérologique, l'ETA nous propose de faire une échographie dans la maladie de Basedow. Mais surtout bon, l'échographie classique, ou Doppler couleur ou à énergie pour étudier les vitesses au niveau des artères thyroïdiennes, elle est recommandée comme procédure pour appuyer le diagnostic, pour asseoir le diagnostic d'une maladie de Basedow, et ceci a été démontré dans plusieurs études. Alors la scintigraphie dans la maladie de Basedow n'a pas de place, n'est pas recommandée selon l'ETA, et qu'elle ne garde une place que si on palpe un nodule thyroïdien associé à cette maladie de Basedow, donc associé à l'hyperthyroïdie. Et bien sûr, elle garde une place importante quand on choisit une irathérapie comme thérapeutique radicale. Alors, si on veut récapituler quel est l'algorithme diagnostique de la maladie de Basedow dans le TA 2018, eh bien, après le diagnostic clinique et la symptomatologie clinique, la biologie, le dosage de TSH, quand elle est basse, d'accord, ou bloquée ou freinée, et bon, il y a différentes situations où la T4 et la T3 sont soit normales, soit élevées, mais dans cette situation T4 élevé, T3 élevé, c'est une hyperthyroïdie. Il faut passer directement au dosage des antirécepteurs TSH. Et là, c'est l'élément nouveau de ces guidelines. Quand elles sont positives, c'est une maladie de Basedow. Mais ici, on ne précise pas à quel titre, parce qu'on a des fois des antirécepteurs TSH modérément positifs. Rappelez-vous, sur la slide précédente, que dans la thyroïdite d'Hashimoto, il y a des antirécepteurs TSH. Donc là, ça ne nous répond pas à la question, ça reste un peu discrètement vague, mais dans certaines études, le chiffre 12 a été retenu comme étant une barrière au-dessus de laquelle il faut poser le diagnostic de Basedow, en dessous de laquelle il faut le garder avec prudence.
Quand les antirécepteurs TSH sont négatifs, ce n'est pas une maladie de base d'eau. Il s'agit d'autres situations d'hyperthyroïdie que vous avez ici, adénome toxique, nodule toxique ou goitre multinodulaire toxique ou thyroïdite subaiguë. Alors, toujours dans les algorithmes diagnostiques, l'échographie vient prendre une place, surtout quand il y a un nodule palpable, supérieur à 2 cm. Eh bien, si on trouve un nodule à l'échographie, il faut faire à ce moment-là une scintigraphie. S'il n'y a pas de nodule à l'échographie thyroïdienne de la maladie de base d'eau, ça ne sert à rien de faire une scintigraphie. Il suffit de se limiter à la sérologie positive. Alors, quelle est la place des antirécepteurs diagnostiques maintenant, antirécepteurs TSH, dans le traitement de la maladie de base d'eau? Eh bien, l'ETA, l'European Thyroid Association, nous dit que le traitement de la maladie de base d'eau, on a trois modalités thérapeutiques que vous connaissez. Il y a le traitement médical, mais il y a aussi le traitement radical. Alors, je me limite à parler du traitement médical dans cette session. Bien sûr, le professeur Rodian va s'élargir sur les guidelines, sur le choix d'un traitement radical de la maladie de base d'eau, pour dire que cette recommandation numéro 5 de l'ETA nous propose ici que tous les patients nouvellement diagnostiqués comme maladie de base d'eau doivent être traités par antithyroïdienne de synthèse, d'abord. Et qu'elle ajoute qu'une irathérapie ou une thyroïdectomie peut être envisagée chez les patients qui préfèrent cette approche. Eh bien, ici, je vous invite à regarder ces choix thérapeutiques et nous allons revenir à cette slide tout à l'heure pour dire que dans cette recommandation, la première partie est tout à fait correcte et logique, puisqu'on va attendre la négativation des antirécepteurs, qu'on va voir au fur et à mesure du traitement. Mais la deuxième partie n'est pas tout à fait vraie, et nous allons voir pourquoi. Directement après, l'ETA, dans son texte, nous dit que le traitement par antithyroïdienne de synthèse réduit le taux des anticorps antirécepteurs TSH. Et elle améliore les rémissions. Et donc, cela nous amène directement à dire que la deuxième partie de la recommandation numéro 5 n'est pas tout à fait applicable en pratique. Alors, la recommandation suivante nous apprend que les antithyroïdiennes de synthèse méthimazole ou carbimazole chez nous doivent être utilisées chez tous les patients, bien sûr en dehors de la grossesse, qui choisissent un traitement par antithyroïdien de synthèse. Le mot choisir, ce n'est pas à sa place ici. Chez tous les patients, d'ailleurs la recommandation précédente nous dit que les antithyroïdiennes de synthèse doivent être la first line du traitement de la maladie de base d'eau. Donc finalement ici, les antithyroïdiennes de synthèse, carbimazole ou méthimazole, doivent être le premier choix ici. Et ces antithyroïdiennes de synthèse doivent être administrées pendant 12 à 18 mois. Et regardez la suite, puis arrêtez. Quand? Arrêtez si le taux de TSH et des anticorps antirécepteurs TSH sont normaux. Cela nous fait reculer un peu et revenir à la recommandation dans laquelle il y avait un choix de l'irathérapie déjà en first line. Non, ce n'est pas une partie qu'il faut garder à ce stade. Il est recommandé de doser les anticorps antirécepteurs TSH avant d'arrêter le traitement par antithyroïdienne de synthèse. Pourquoi? Parce que cela permet de prédire quels patients peuvent être sevrés des antithyroïdiennes de synthèse et qu'un taux normal d'antirécepteurs TSH indique une forte chance de rémission. Les patients dont le taux d'antirécepteurs TSH reste élevé et toujours élevé après 12 à 18 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'ETA nous dit que le traitement peut être continué et refaire le dosage des antirécepteurs une année plus tard, mais une année plus tard, c'est une période très longue pour réévaluer les antirécepteurs TSH. Dans la pratique, peut-être 6 mois serait peut-être suffisant comme délai pour réévaluer les antirécepteurs TSH. Mais la partie qui ne tient pas,
c'est ou opter pour une irathérapie ou une thyroïdectomie. Mais quand le taux est toujours élevé des antirécepteurs TSH, il y a des risques d'ophtalmopathie basdovienne, nous allons le voir tout à l'heure, que ce soit pour l'irathérapie ou pour la chirurgie. Alors voilà une étude qui est très très bonne étude, qui est magnifique, qui a pris 3 groupes. Des patients traités par antithyroïdienne de synthèse, patients traités par irathérapie, presque le même nombre, et des patients opérés. Qu'est-ce qu'elle conclut? Eh bien, les conclusions sont les suivantes. Que le taux des antirécepteurs TSH est un bon marqueur pour surveiller l'efficacité du traitement médical. Le taux initial élevé des antirécepteurs TSH, quel que soit le traitement instauré, même chez les patients opérés, est un facteur de mauvais pronostic. Et que la détermination des antirécepteurs TSH effectuée 12 mois après un traitement, bien sûr, montre une certaine valeur. C'est-à-dire que quand les anticorps antirécepteurs chutent, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie thérapeutique. Et l'absence de normalisation, là c'est très important, des taux d'anticorps antirécepteurs TSH pendant le traitement est associé à une hyperthyroïdie persistante, quelle que soit la forme du traitement. Et si on opère un patient et qu'on fait une thyroïdectomie totale, on a le droit de parler d'hyperthyroïdie à ce stade. Selon cette étude, oui. Même quand la thyroïde n'est pas là, il s'agit d'une maladie qui n'est pas guérie, c'est un état d'hyperthyroïdie quand les antirécepteurs TSH restent très élevés. Alors les patients qui doivent être mis aux antithyroïdiennes de synthèse, vous le savez, doivent être informés des effets secondaires potentiels, notamment ictère, décoloration des selles, urine foncée, pharyngite, infection, cystite et autres. Et j'en passe. Voici la liste des effets secondaires possibles. Il y a des effets secondaires très très rares, notamment la thrombopénie, la thrombocytopénie, la plasie médulaire, mais d'autres un peu plus fréquents, la fièvre, la pharyngite, ça, vous le connaissez. Alors, la surveillance des patients traités par antithyroïdienne de synthèse, contrairement à la TA, le TA allège un peu la chose. Ici, elle nous dit qu'une numération formule sanguine doit être faite lorsqu'il y a une maladie fébrile ou une pharyngite. Et la fonction hépatique doit être évaluée quand il y a un ictère ou des selles décolorées ou des urines foncées. Contrairement à la TA qui a un petit peu mis beaucoup d'éléments et beaucoup de restrictions concernant le traitement, et donc la surveillance devait être un peu plus stricte. Les bêta-bloqueurs sont recommandés pour tous les patients atteints d'hyperthyroïdie. Bien sûr, c'est une recommandation standard, universelle, s'il n'y a pas de contre-indication. Et si récidive de l'hyperthyroïdie, dans le cadre de la maladie de Basedow, après avoir terminé un traitement par antithyroïdienne de synthèse, 18 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, un traitement définitif par irathérapie ou par thyroïdectomie est recommandé. Cette partie de la guideline ne respecte pas le cheminement qu'on a depuis tout à l'heure, celle de vérifier les anticorps. Un traitement continu à long terme et à faible dose par antithyroïdienne de synthèse peut être envisagé chez les patients sans rémission. Qui préfèrent cette approche, je crois que là, dans les futures recommandations, le choix du patient sera retenu après traitement par antithyroïdienne de synthèse et après négativation des antirécepteurs. Alors, le traitement de l'hyperthyroïdie infraclinique ici est recommandé chez les patients de plus de 65 ans avec des taux sériques de TSH négatifs inférieurs à 0,1 et que le traitement par antithyroïdienne de synthèse devrait être le premier choix pour toutes les hyperthyroïdies infracliniques dans le cadre de la maladie de Basedow. Une situation spéciale, la crise aiguë thyrotoxique nécessite, selon le TA, une approche spéciale dans une unité de soins intensifs avec mesures de réanimation volumique et nutritionnelle et bien sûr corticothérapie. Et le TA nous envoie directement aux guidelines japonaises qui détaillent ici la prise en charge de la crise aiguë thyrotoxique. Alors, concernant les traitements radicaux de la maladie de Basedow, je crois que l'orateur suivant va développer, j'ai sauté cette partie, que ce soit l'irathérapie ou la chirurgie, pour laisser place à l'orateur suivant. Mais je reviens
je projette l'algorithme de l'ETA 2018 qui nous propose que quand il y a une maladie de base d'eau chez l'adulte et l'enfant, il faut donner les antithyroïdiennes de synthèse 18 à 36 mois chez l'adulte, 18 mois à 36 mois chez l'enfant. Bien sûr, il y a cette voie qui, à mon sens, ne doit plus exister, qui est la décision personnelle à ce stade. Peut-être qu'il faut la décaler. Mais si l'hyperthyroïdie persiste après traitement médical, eh bien, un nouveau traitement pendant 12 mois, puis on réévalue les antirécepteurs TSH. D'accord ? S'il y a récidive, après traitement bien conduit par les antithyroïdiens, à ce moment-là, un traitement radical, chirurgie ou irathérapie. Nous allons certainement écouter ceci dans la prochaine présentation. Alors, j'aimerais revenir sur certaines situations particulières qu'on rencontre dans la maladie de base d'eau et tout de suite sur l'ophtalmopathie basdovienne pour asseoir la place des antirécepteurs TSH dans le diagnostic, mais aussi dans les traitements de cette maladie. Alors, dans l'ophtalmopathie basdovienne, les patients qui présentent cette complication, l'hyperthyroïdie ici, regardez, doit être rapidement contrôlée par les antithyroïdiennes de synthèse et que le thyroïdie obtenu doit être entretenu de manière stable et que les patients traités par irathérapie doivent recevoir une corticothérapie prophylactique s'il y a une orbitopathie légère ou active qui précède le traitement par irathérapie ou s'il existe des facteurs de risque de la progression de l'ophtalmopathie. Et que chez les patients qui présentent une orbitopathie basdovienne modérée à sévère et active, eh bien, le traitement, le thyroïdie, doit être rapidement restauré avec des antithyroïdiennes de synthèse et maintenu de manière stable. C'est important. Dans le cas où l'ophtalmopathie menace la vue, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas d'irathérapie, il y a le traitement médicamenteux. Et le traitement radical ne peut se faire que dans les formes inactives, indépendamment de l'atteinte ophtalmologique. Alors, ce tableau nous remet un peu dans la situation de l'intérêt des antirécepteurs TSH. Je vous invite à lire ceci. Quand il y a une ophtalmopathie modérée à sévère et qui est active, pas de chirurgie, pas d'irathérapie. Il faut juste les antithyroïdiennes de synthèse. Et quand ça menace la vue, pas de chirurgie, pas d'irathérapie. Il faut juste les ATS. Ce qui contredit la première recommandation, celle du choix du patient, un choix médical ou radical. Dans ces recommandations, on lit aussi que quand on choisit une irathérapie ici, il faut un traitement prophylactique, mais quand on choisit de donner le traitement médical par les antithyroïdiennes de synthèse, la supplémentation en sélénium semble améliorer le pronostic. Alors le sélénium est disponible sous forme de gélules et qu'il y avait plusieurs études qui ont été faites dans ce sens et qui montrent que chez les patients qui présentent une rechute de la maladie de base d'eau, une récidive, la concentration de sélénium est plus faible que chez les patients qui ne font pas de rechute, qui font une rémission. Et que l'évolution des antirécepteurs TSH se fait dans le bon sens quand il y a une meilleure concentration du sélénium au niveau du sang. Mais attention, le sélénium, il y a des limites. Quand il est à des doses, à une supplémentation qui dépasse 140 microgrammes par litre, il est diabétogène. La deuxième situation particulière après l'ophtalmopathie basdovienne est la femme enceinte. Alors, toutes les femmes en âge de procréer doivent recevoir un conseil avant la conception et que les femmes atteintes de maladie de base d'eau doivent confirmer leur grossesse au médecin et le contacter dès le diagnostic et que les femmes traitées par antithyroïdiennes de synthèse, notamment le méthimazole, doivent passer obligatoirement au propylthiouracil lorsqu'elles planifient une grossesse ou au cours du premier trimestre de la grossesse. C'est une recommandation universelle. Toutes les patients ayant des antécédents de maladies thyroïdiennes auto-immunes doivent doser les antirécepteurs TSH lors de la grossesse. Si elles sont élevées, ils doivent les redoser à nouveau à la 12e et à la 18e et à la 22e semaine de grossesse. Et quand les concentrations maternelles sont supérieures à 3 fois la normale,
eh bien, il est recommandé de surveiller le fœtus pendant la grossesse et de le surveiller à la naissance aussi. Voilà un récapitulé, il n'y a pas de chiffres, mais ici, l'ETA des années 90 avait retenu que quand les antirécepteurs sont supérieurs à 40, c'est là où il faut s'inquiéter pour le fœtus. Pendant la grossesse, il faut administrer la dose la plus faible possible d'antithyroïdienne de synthèse et déconseiller bien sûr l'arrêt et le remplacement de l'antithyroïdienne de synthèse. Et bien sûr, la T4 est un dosage qui permet d'asseoir un diagnostic et de surveiller l'évolution. Ils doivent être mesurés, T4 et TSH, toutes les 2 semaines après le début du traitement et toutes les 4 semaines après avoir atteint la valeur cible. Et que si un antithyroïdien de synthèse est encore requis après 16 semaines de gestation, un changement du PTU par un autre antithyroïdien de synthèse, notamment le méthimazole ou le carbimazole, est envisagé. Chez les femmes qui reçoivent une faible dose de méthimazole ou de PTU, le traitement doit être arrêté entre la 6e et la 10e semaine d'aménorrhée. Alors les femmes qui allaitent doivent recevoir les mêmes traitements que les autres et il est recommandé pendant l'allaitement, le méthimazole est recommandé étant donné l'hépatotoxicité du propylthiouracil. Chez l'enfant, je termine ici, que le propylthiouracil doit être évité chez l'enfant et les adolescents selon le TA et que le traitement de longue durée chez les enfants atteints de maladie de base d'eau doit être le premier choix et que la chirurgie thyroïdectomie, c'est un traitement définitif dans l'enfance quand on veut opter pour cette thérapeutique, mais que les adolescents, l'irathérapie peut être envisagée. Quand on a une hyperthyroïdie, notamment une maladie de base d'eau qui est précipitée par une thérapie immunomodulatrice, eh bien, il n'y a pas indication à arrêter le traitement immunomodulateur et il n'y a pas aussi indication, contrairement à l'ATA, d'opérer le patient, d'enlever une thyroïde pour laisser place à l'interféron. Il n'y a pas d'indication non plus de donner de l'iode radioactif dans cette situation, selon le TA 2018. La surveillance des antirécepteurs TSH peut être utile aussi ici et peut orienter la durée de traitement des antithyroïdiennes de synthèse. C'est les patients qui ont une maladie de base d'eau dans le cadre d'une pathologie qui nécessite une immunomodulation, notamment les patients atteints de sclérose en plaques, les patients VIH positifs quand ils reçoivent un traitement antirétroviral et certains patients transplantés de moelle osseuse. Alors je conclus en disant que la multitude de recommandations à ce jour n'a pas encore tracé la ligne de diagnostic, peut-être, mais aussi de prise en charge de cette maladie de base d'eau qui reste à ce jour inconnue, pas dans son diagnostic, mais dans son traitement. Parce que opérer un patient qui a les antirécepteurs TSH encore à 40, c'est l'exposer à avoir une ophtalmopathie basedovienne post-opératoire. Et je crois que vous vivez régulièrement des situations pareilles. Donc, s'il y a une conclusion à dire aujourd'hui, c'est aucune thérapeutique radicale ne peut être administrée chez une maladie de base d'eau si on n'a pas les antirécepteurs TSH négatifs par un traitement médicamenteux. Je vous remercie.